qu'Internet est allumé, finalement on a créé une nouvelle dimension de la réalité qui influe sur cette réalité directement. Par exemple, à travers la cotation en direct de toutes les places financières du monde. C'est-à-dire que ouais, ce qu'on appelle virtuel, en fait, c'est très réel et c'est très opérationnel, agissant. C'est-à-dire que réellement, avec cet Internet, on a créé une nouvelle dimension de la réalité planétaire, géologique, géophysique, écologique de la planète. Alors c'est un élément de l'Anthropocène sans doute déterminant, quoi, hein, mais pour moi ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout intégré, et ça a des implications spirituelles en fait, ou disons ouais, spirituelles, transcendantales. Ça a des implications sur la nature de la réalité et comment on la définit en fait, quoi. Ça la change fondamentalement. Et le truc de l'Internet, c'est que d'une certaine façon, on ne peut pas l'éteindre. Donc on a créé une nouvelle dimension de la réalité qui est devenue indépendante de nous puisqu'on n'a plus de contrôle sur elle. Mmh. Ton aspirateur, ta bagnole, tu peux l'éteindre, quoi. Ton poste radio même. Mais l'Internet, t'as beau éteindre ton ordinateur, il s'éteint pas, quoi. Et je trouve que il y a un aspect il y a un aspect magique là-dedans un peu, quoi. C'est un peu comme le spiritisme, quoi, hein. Je trouve qu'on peut faire un parallèle, pas dans le enfin, ça se présente un peu de la même façon que quelqu'un qui croit au spiritisme dit il y a un monde à côté de nous, quoi, qu'on ne perçoit pas, mais qui lui nous perçoit et qui est agissant sur notre monde de certaines façons qu'on ne peut pas déterminer, qu'on ne peut pas connaître, dont on ne peut pas se rendre compte, mais qui quand même nous influence et nous détermine, quoi. Et l'Internet, il est un peu dans cette position. On a créé une réalité non visible, d'une certaine façon non perceptible, qui influe en permanence sur nos vies et sur la façon, et non seulement personnelle, mais collective aussi, quoi. Et c'est marrant parce que ça correspond tout à fait à tout un tas d'anticipations dans la science-fiction qui ont été faites dans les années 50, 40-50. Les réflexions d'Orwell sur le contrôle des esprits, quoi, hein, le contrôle du langage, la surveillance de la population, tout le réseau de télé qu'il y a dans 84, où on est obligé d'avoir sa télé allumée en permanence à la maison, sinon on est arrêté, parce qu'en fait la télé, non seulement on la regarde, mais elle nous regarde aussi, et elle surveille ce qu'on fait. Et elle surveille même, si on la regarde, on doit la regarder un certain nombre d'heures par jour, sinon on tombe dans l'illégalité. Et ça, c'est des choses qui apparaissent avec tous les phénomènes de... Je sais plus le mot japonais pour ça, mais de gens qui sont accros à l'Internet, quoi, accros aux réseaux sociaux, accros aux jeux vidéo. Il y a des gens qui en crèvent, quoi, hein. Des cyber-junkies, quoi, hein. Des gens qui restent 24 heures, 28 heures, 30 heures devant leurs jeux vidéo. Ils en oublient d'aller aux toilettes et ça les fait mourir, quoi. Littéralement, hein. Et ça, c'est typiquement un truc de junkie, quoi, hein. Donc là, pour moi, cette histoire d'Internet, là, et plus globalement, hein, des technologies de la communication, parce que ça intègre tous les objets connectés, le transhumanisme, les cyberimplants, ça a des implications qui sont absolument invisibles pour tout le monde, quoi, hein, et qui devraient pourtant être dramatiquement adressées, quoi. Et c'est là où on arrive à Super Photon et
au Gollywood Studio et à ces choses-là, je trouve que là, il y a un endroit pour adresser ça. Ouais. Et on ne l'adressera pas par l'intellectualisme ou par leur rationalité rationnelle, quoi. Pour deux raisons. Parce que ça nous dépasse, on est au tout début et on n'a pas, à mon avis, les outils intellectuels pour pouvoir analyser ça correctement. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, toute la rationalité moderne et l'intellectualisme moderne est prisonnière de cette... est prisonnière de ce phénomène, en fait, quoi, hein, c'est-à-dire que dans la mesure, c'est un peu l'histoire de l'observateur de la physique quantique, dans la mesure où il est à l'intérieur de ce système, l'intellectualisme moderne, il ne peut pas le regarder en fait. Il ne peut pas avoir un commentaire. Dans la mesure où il est à l'intérieur de la boîte, il ne peut déterminer, il ne peut décrire la boîte, il ne peut décrire que l'intérieur de la boîte, quoi. Et il ne peut pas la voir dans sa totalité, quoi. La seule façon d'adresser ce genre de questions, c'est la poésie. La poésie au sens le plus large du terme, dans le sens où un tableau, c'est de la poésie. La poétique, en fait, se placer dans une position de poésie, en fait. Créer les symboles dont on a besoin, les partager, de façon à ce qu'ils grandissent, les semer en fait vraiment, de façon à ce qu'ils grandissent dans les esprits de chacun et dans l'esprit collectif, et une fois qu'ils sont appropriés par notre continuum, ils vont nous permettre de poser des termes et des définitions et des analyses, en définitive. Et du coup, de là, des actions. Dans le cinéma, il y a à mon avis, 80% du cinéma actuel, il ne sert à rien. Il ne fait que reproduire les formes de l'intérieur de la boîte, quoi. D'une façon ou d'une autre, quoi. Mais ça ne fait rien avancer, quoi. Et puis, il y a un petit truc, plus ou moins à côté, il y a une partie des choses qui vraiment arrive à percer des trous dans la boîte, éventuellement en sortir, à la regarder de l'extérieur. Et... Alors le Gollywood Studio, là-dedans, il est vachement ambigu, parce que il utilise la boîte et en même temps, il donne des... Il me semble, hein, il utilise la boîte et en même temps, il donne les symboles et les clés pour en sortir, quoi. Là, il y a la question du langage qui est vachement intéressante, justement.